Vous êtes de retour dans l'Africa Newsroom pour la seconde partie de ce programme. Jemal Taleb et Camille Sari, nos deux éditorialistes, sont toujours sur ce plateau pour commenter l'actualité et les problématiques du continent africain. Tidiane Dio, quant à lui, est notre invité. Il est responsable des programmes médias à l'Organisation internationale de la francophonie. Voici le dossier du jour. Plusieurs questions autour du thème de notre débat. Qu'est-ce que la TNT, la télévision numérique terrestre? Comment cette transition numérique va-t-elle se dérouler? Quels sont les pays concernés sur le continent africain? Pourquoi est-ce nécessaire de passer au numérique? Les décisions adoptées en 2006 dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications doivent être appliquées, sachez-le, au plus tard le 17 juin 2015. Précision de Daniel Abouki, correspondant au Bénin. L'Afrique veut se mettre au pas de la technologie. Depuis quelques années, plusieurs pays du continent africain s'harmonisent pour réussir la transition vers la télévision numérique terrestre en juin 2015. Ce rendez-vous technologique est un grand défi que l'ensemble des 47 pays d'Afrique subsaharienne doit relever. En quoi consiste la télévision numérique terrestre? Comment fonctionne-t-elle? La migration vers le numérique devient une obligation pour les télévisions africaines. Elles disposent que d'un an pour se conformer aux prescriptions de l'Union internationale des télécommunications. À plusieurs reprises, la question a été au menu des échanges entre les hauts responsables en charge des télécommunications sur le continent. Nous sommes arrivés à l'essoufflement du système analogique qui fait qu'aujourd'hui, pour chaque programme, il faut consacrer une fréquence. Or, les fréquences ne sont pas des ressources extensibles à l'infini. C'est ça la difficulté. Il fallait que les chercheurs et consorts puissent quand même imaginer nos systèmes où nous aurons beaucoup plus de fréquences, en tout cas de modèles de diffusion, pour combler les attentes. En termes clairs, chaque pays disposera de plusieurs dizaines de canaux terrestres de diffusion au lieu de 5 ou 6 actuellement. Conséquence immédiate, produire et diffuser plus de programmes en consommant moins de fréquences et même moins d'énergie. Mais en réalité, beaucoup de changements seront opérés en termes d'équipement, de la production jusqu'à la transmission du signal. Il faut pratiquement changer presque toutes les caméras, mettre les caméras numériques, les caméras HD, les caméras qui travaillent au format de 16/9, ainsi de suite. Les équipements de transmission doivent être aussi adaptés pour. Maintenant, c'est des équipements qui doivent pouvoir prendre des multiplexes, c'est-à-dire des programmes, beaucoup de programmes qui sont multiplexés à la fois et qui vont être transmis par le même canal pour utiliser la seule fréquence pour leur diffusion. Donc, il y a tout ça là à acquérir. Le numérique permettra une modernisation du paysage audiovisuel africain, mais à condition que toutes les implications nécessaires soient prises en compte. Il y a les implications techniques, les implications économiques, les implications sociologiques. Les implications techniques connaissent la participation d'un certain nombre d'acteurs intéressés, parmi lesquels se trouvent les investisseurs potentiels, les opérateurs de téléphonie mobile, les opérateurs fournisseurs d'Internet. Les implications techniques se trouvent là positionner le gouvernement par la mobilisation des ressources conséquentes afin de pouvoir faire face à cet enjeu national. Le côté sociologique, c'est la prise en compte effective des besoins de la population. Tous au numérique en juin 2015, un slogan fort soutenu par l'ensemble des pays africains pour la migration de l'analogique au numérique. Mais pourquoi le numérique est-il obligatoire pour les pays africains? D'abord, plus de chaînes de télévision avec une qualité d'image et une qualité de son bien meilleure. À cela, il faut ajouter la diversité de choix dans les programmes pour les 277 millions de foyers en Afrique. La diversité de l'information à recevoir par différents canaux est une opportunité qui donne la liberté de choix aux consommateurs, choix de l'information, choix du diffuseur de l'information. Et ça, c'est une manière pour l'humanité de contribuer au respect des droits au choix d'un service pour le consommateur. Donc, c'est une excellente chose, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs du monde entier et des consommateurs africains en particulier.
Mais ce modèle a un coût qui est l'une des contraintes de cette révolution technologique. Au Bénin, par exemple, le plan stratégique de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin estime à plus de 40 milliards de francs CFA le passage de l'analogique au numérique. Nous avons, dans le cadre du plan élaboré, procédé à l'état des lieux de l'ORTB, donc les besoins complémentaires, aussi bien en équipement technique qu'en formation, ont été évalués et, n'est-ce pas, ces besoins-là devront être satisfaits pour que l'ORTB soit vraiment au rendez-vous du numérique. Les aspects techniques sont faciles à gérer. Les ingénieurs, les investisseurs ont les techniques qui sont bien éprouvées, bien maîtrisées, mais le plus important, ce n'est pas forcément les aspects techniques, ce ne sont pas les aspects techniques et financiers, ce sont les aspects sociologiques. La prise en compte des besoins de la population. À l'ère du numérique, la télévision, la tablette, l'ordinateur et surtout le téléphone portable seront des éléments de réception et de diffusion de données. Au Bénin et dans beaucoup d'autres pays africains tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore la Guinée, les réseaux de la téléphonie mobile disposent d'une licence 3G, un avantage dans l'aboutissement du projet du numérique. Ce qui est très intéressant dans ce processus de transition, c'est surtout l'impatience des opérateurs fournisseurs de services de télécommunications qui sont en train de mettre tout en œuvre, de bousculer les États, de bousculer les organisations internationales à travers l'UIT, afin que les États procèdent à cette transition très rapidement pour leur permettre de libérer et d'avoir accès à cette ressource spectrale nécessaire pour la mise en service dans certains pays de la LTE, des technologies de 4e génération, pour fournir de l'Internet haut débit, d'avoir accès à des bases de données dans un écosystème, dans un système de cloud qui aujourd'hui permettra de diversifier et de rendre la mobilité beaucoup plus attractive. L'extension de la télévision analogique au profit du numérique terrestre aura beaucoup d'autres défis à relever. En dehors des contraintes techniques et financières pour sa mise en œuvre, la question de la formation et de production des programmes variés restera déterminante dans l'accomplissement de cette révolution technologique. Tidiane Dio, alors comment il s'annonce ce passage au numérique d'ici juin 2015? Pour le moment, pas très bien parce que la plupart des États africains ne sont pas encore sûrs de pouvoir tenir cette date. Je reviens un peu à l'histoire pour dire que nous en avions parlé lors d'une précédente émission sur la télévision africaine. Le problème, c'est qu'en Afrique, les révolutions dans le domaine des télécommunications ont toujours été imposées par l'extérieur. Quand on regarde l'histoire de la télévision africaine depuis le départ, c'est une télévision qui a été imposée par l'extérieur, même si elle a fait le bonheur des populations et des États. C'était la France, globalement, dans les parties francophones et l'UNESCO. Ensuite, toutes les révolutions qui ont eu lieu, notamment l'entrée de l'Afrique dans le monde satellitaire, a aussi été faite à partir de l'extérieur. Là, vous l'avez dit, Marie-Angèle, c'est l'Union internationale des télécommunications qui, en juin 2006, a décidé, pour des raisons tout à fait bien expliquées dans ce reportage, que toutes les télévisions et les radios c'est un peu plus tard, et c'est moins compliqué parce qu'il y a plus de fréquences radio, devraient, à la date du 17 juin 2015, passer au tout numérique. Est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on peut dire non? Et on ne peut pas dire non. Pour une simple raison, c'est que si vous dites non, vous vous isolez de fait du reste du monde. Quelqu'un l'a dit dans le reportage, je pense que c'est la personne qui travaille à la télévision guinéenne, c'est-à-dire que c'est une révolution qui engage toute l'humanité. À partir du 17... on est nombreux à dire non. On ne peut pas être nombreux à dire non parce qu'il y a déjà une partie de l'humanité, notamment les pays du Nord, qui ont déjà fait ce passage-là. Par exemple, la France, où nous vivons, a déjà terminé le 30 novembre 2011. La plupart des pays développés, et même au Proche et Moyen-Orient, ont fait ce passage. Donc c'est au niveau de l'Afrique que se pose véritablement l'enjeu. L'Afrique dont les réalités sont totalement différentes de l'Occident. Absolument. Mais c'est un enjeu de civilisation qui touche toute la population africaine, qu'elle soit la population aisée ou moins aisée, pour une raison toute simple, c'est que ce n'est pas seulement une affaire de technicien.
toutes les révolutions dans le domaine de la communication étaient une affaire de techniciens. Ici, c'est une affaire des États, parce que ce sont les États qui vont devoir mettre le budget nécessaire pour faire ce passage. Mais il y a aussi l'administration douanière. Il faudra faire venir des téléviseurs qui soient équipés pour recevoir des images numériques. Et ça, pour le moment, on n'en parle pas beaucoup. Parce on n'a pas beaucoup entendu cet aspect-là. Absolument. Ceux qui veulent avoir accès à la TNT aujourd'hui doivent. Par exemple, on continue de vendre jusqu'à l'heure où l'on parle des télévisions analogiques en Afrique, alors qu'il faudrait l'arrêter. Parce qu'après le 17 juin 2015, ces personnes-là seront obligées de changer de téléviseur. Donc, par exemple... l'Occident écoule parfois aussi son stock, justement, sur le continent africain. Et là aussi, par exemple, dans des pays comme l'Afrique du Sud, dont on parlera à la fin de l'émission, le gouvernement sud-africain a pris les devants et a mis en place un système pour permettre aux populations les plus pauvres de pouvoir avoir accès à travers des systèmes de subventions. Quand on aura terminé tout ça, je vais vite en besogne, il faudra bien maintenant gérer ce stock. Nous sommes là devant un enjeu écologique. Parce que toutes ces télévisions, tout ce matériel qui ne pourra plus servir, il faudra bien s'en séparer de manière tout à fait écologique, si j'ose dire. Donc c'est quelque chose qui touche toute la société. Alors, Djemal, effectivement, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va passer au numérique, que les États vont aider au financement, mais on oublie la population. Donc, dans certaines familles, il est même difficile d'avoir une télévision analogique. On n'est pas encore au stade de se dire qu'on va en racheter une deuxième qui serait numérique dans le cadre de cette modification-là, de ce changement. Oui, je pense qu'il va falloir l'accompagner, ça va de soi. Mais au-delà de ça, je pense que tel que vous avez exposé la question, ça me donne l'impression que ce soit une contrainte de passer au numérique. Moi, je considère plutôt que c'est une révolution heureuse. Et qu'en définitive, quand il y avait une télévision ou deux à l'analogique, on était sans problème, parce qu'il y avait une télévision publique en général qui fait plus de la propagande que l'information, qu'il y ait un canal ou deux canaux, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on est dans un espace ouvert, les radios FM et les télévisions privées deviennent une banalité sur le continent africain, et donc on arrivera à une contrainte, je crois, technique. Et la contrainte technique, pour la résoudre, le numérique est la solution. Et comme vous l'avez si bien dit, comme tout le monde y va, la banalité, la normalité demain sera le numérique. Je pense que ça, c'est une question qui est obligatoire et qui est posée, et je pense qu'on y est. Moi, je travaille, il se trouve que dans une de mes activités, je travaille avec un pays d'Afrique qui est en train de faire le passage au numérique. Et les étapes de vulgarisation, de travail, de préparation tel qu'il est fait, me paraît plutôt correct. L'idée au départ, comment ça se passe? L'idée au départ, c'est de dire, nous, autorités de régulation, nous allons faire les étapes suivantes. Premièrement, un séminaire pour dire c'est quoi le numérique. D'abord, au cadre de télévision, aux acteurs, mais aussi aux régulateurs eux-mêmes. Deuxième étape que nous allons faire, c'est de dire, nous allons travailler avec des techniques qui vont nous permettre à la fois d'importer le matériel, de savoir quoi faire des vieux téléviseurs, et de trouver un mécanisme adéquat pour que les télévisions numériques demain soient facile, ce qui est déjà une normalité dans les pays occidentaux. Je veux dire, aller chercher aujourd'hui un téléviseur analogique en Europe, vous ne le trouverez pratiquement plus. Et le troisième point, c'est l'aspect financier. Et le troisième point, justement, c'est l'aspect financier qu'il faut mettre en place. Évidemment que pour accompagner tout ça, ça coûte très cher. Le pays d'Afrique que j'ai vu, moi, aujourd'hui, le fait plutôt bien. Et je pense que le rendez-vous donc de, je crois, juin 2015 sera respecté. Je ne sais pas si c'est le cas sur tout le continent, mais je pense que si ce pays-là le fait, les autres devraient le faire aussi. Camille. Justement, ce qui est incompréhensible, c'est qu'on attend toujours à la dernière minute parce que c'est imposé. Moi, je me souviens à la fin des années 90, donc ça remonte quand même. J'ai accompagné une société qui faisait partie de mon association, qui vendait de l'équipement télévision, c'est-à-dire qu'ils sont capables de monter tout un studio. On a visité la télévision ivoirienne, pour ne pas la nommer, c'était avant le coup d'État du général Gué. On a fait ça au Bénin, enfin dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. C'était avant 1999. Avant 1999, je me souviens très bien. Et c'était la proposition, la société venait, elle n'avait pas de mandat de personne, elle faisait un geste commercial, c'est de dire nous pouvons vous proposer une technologie pas trop chère pour remplacer votre télévision analogique par une télévision numérique. Et oui, on a bloqué. Est-ce que justement c'était pas trop en avance? Ça s'est passé en France en 2011, Camille. Marie-Angèle, je me souviens que ça a bloqué sur le financement.
Ça a bloqué sur le financement et on a voulu, il y a des États, via leur office je dirais, de télécommunication, ils voulaient que ce soit l'entreprise, petite entreprise que j'accompagnais, qui assumait je dirais, le financement échelonné, etc. Moi, j'ai dit à cette société, il ne faut pas le faire parce que même les États, il y a eu des procès, même les États, des fois, ne payent pas. Donc, ce qui fait que si on avait commencé à anticiper, on n'aurait pas obligé les gens à acheter de l'analogique jusqu'à aujourd'hui. On aurait anticipé. Donc, moralité, il faut toujours anticiper. Il faut toujours anticiper. Là, c'est une chance parce que je rappelle, il y a le lien avec l'Internet. On n'en a pas parlé, peut-être que... Si, ça a été soulevé dans le reportage. Là. Vous pouvez consulter avec votre ordinateur ou votre portable des émissions de télé. Donc, c'est une révolution. C'est une révolution, il faut y aller. Qu'est-ce que vous avez apporté comme précision par rapport à tout cela et par rapport aux réactions aussi de nos éditorialistes? Je voulais rassurer Jamel. Il s'agit d'une contrainte, mais d'une contrainte qui permet de faire un saut qualitatif sur le plan des technologies de la communication important. Est-ce que vous pensez que les téléspectateurs auront réellement beaucoup plus de choix en matière de télévision, notamment, que ce qu'il leur est proposé? Oui, ils auront beaucoup plus de choix. Simplement, il faut faire attention à une chose. Tout le monde dit que la technologie numérique permet de multiplier par 6, on parle de 1 pour 6. Simplement, il ne s'agit pas seulement d'avoir des canaux, il faut les remplir. Vous faites de la télévision, vous savez très bien que si du jour au lendemain vous vous retrouvez, pour les États, je vais schématiser. Comment ça va se passer? Pour les États, ça va être de nouveaux canaux, de nouvelles fréquences qui vont être vendues. L'État va recevoir de l'argent en vendant ces canaux-là, que ce soit aux opérateurs de télévision ou aux opérateurs de téléphonie. Mais en même temps que l'État prendra de l'argent, parce qu'il faut savoir, au Bénin, vous avez vu, il parle de plusieurs milliards. On tourne autour de 18 millions, 20 millions d'euros. Ça veut dire qu'il y a des pays qui vont monter jusqu'à 50 milliards de francs CFA. Autrement dit, il faudra recevoir de l'argent, mais cet argent-là, probablement l'État va devoir le dépenser pour refaire de nouvelles chaînes de télévision ou les vendre. L'avantage, c'est que dans des pays africains qui sont extrêmement vastes, il y a moyen aujourd'hui d'imaginer déjà après 2015 de refaire des canaux de télévision, par exemple, de type régional, ce qui se fait dans certains pays européens. Il y aura beaucoup de canaux, mais c'est quelque chose qui va mobiliser toute la société. J'ai parlé tout à l'heure de l'administration douanière. Il faudra aussi penser aux statisticiens, aux informaticiens. On va créer de nouveaux métiers dans l'audiovisuel. Mais en même temps, il faudra aussi savoir que d'autres métiers vont disparaître. Toutes ces personnes qui travaillaient, vous savez que par exemple, il y a une chaîne de télévision qui emploie aujourd'hui 4000 personnes au Maghreb. C'est la chaîne de télévision publique algérienne. Ces 4000 personnes-là devront se recycler, comme dans beaucoup d'autres. Donc ça, c'est vraiment une révolution qu'il faut penser. Maintenant, pour répondre à ce que disait Camille, ils y ont pensé depuis longtemps. C'est quelque chose de compliqué. La France est un pays très développé. Elle a terminé sa transition numérique la veille, le 29 novembre 2011, alors que c'était la date butoir, c'est le 30 novembre. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, comment techniquement le faire? Vous savez que, par exemple, aujourd'hui, il y a 2 écoles. Il y a des gens qui disent que la technologie, le passage va se faire d'un seul coup. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on va arrêter systématiquement. Toutes les personnes qui ont des systèmes analogiques ne pourront plus. Par exemple, c'est le cas qui... C'est très radical. Hein, c'est radical. Alors que, par exemple, aux États-Unis, c'est ce qui a été fait. Dans la Flandre, en Belgique, c'est ce qui a été fait. Mais par exemple, il y a des pays qui disent qu'il faudra le faire de manière graduelle. Donc les pays africains aujourd'hui ne sont pas encore très sûrs de la méthode à utiliser parce que vous imaginez, si on le fait, l'État a le devoir de permettre à chaque citoyen, où qu'il soit, de pouvoir recevoir des informations. Il n'y a pas de discours commun pour l'instant sur le continent africain. Il n'y a pas de discours commun, il n'y a pas une norme de compression aujourd'hui, même si l'Union africaine s'est saisie de la question, la CEDEAO, etc. Aujourd'hui, il y a un pays comme l'île Maurice qui est extrêmement avancé, qui est quasiment au bout du processus, et beaucoup d'autres pays sont en train de courir. Mais je suis persuadé qu'on arrivera à la date du 15. Jamel, vous êtes justement impliqué, donc vous pouvez nous dire cette problématique de l'emploi des personnes qui sont dans ce secteur-là et dont les emplois vont disparaître. Est-ce que ça aussi c'est anticipé? Est-ce que c'est pensé? Est-ce que cela va avoir un réel impact, un impact important comme le soulignait Titienne? Relativiser un peu mon implication, elle n'est que juridique, donc pas au-delà. Implication tout de même. Voilà. Non, moi je pense que c'est une chose heureuse. Et je pense que le passage au numérique est une chose bienvenue sur le continent africain. Elle va libéraliser le marché et les canaux qui semblent être un petit souci pour vous, je n'ai aucun doute qu'ils seront remplis.
Parce que je n'ai aucun doute là-dessus. Et ce que vous dites, vous, comme étant donc le passage d'une chaîne régionale, d'une régionalisation des médias, c'est un processus qui se fait déjà. Les chaînes de télévision se captent de l'un à l'autre et les programmes se mutualisent quelque part. Au Maghreb, il y a une chaîne qui s'appelle Nesma TV, qui est une chaîne qui regroupe 5 pays, non pas dans la capitale, mais dans le programme et la vision donc, de l'information. Et je n'ai aucun doute que c'est le continent africain, c'est aussi l'avenir. En définitive, vous avez rappelé, Marie-Angèle, des choses très justes. En France, on a eu un débat pendant très longtemps sur la TNT et on se disait tous c'est quoi cet ovni extraordinaire qui va nous arriver du ciel. Et on s'est rendu compte finalement que c'est une chose heureuse et aller chercher un canal aujourd'hui sur la TNT en France, vous pouvez vous réveiller très tôt. Et je n'ai aucun doute que demain, au Sénégal, en Mauritanie, pour ne citer que 2 pays que vous êtes chers, vous et moi, il n'y a aucun doute que ce passage-là sera rempli, ces canaux-là seront remplis et on sera, je n'ai aucun doute là-dessus, c'est des choses heureuses. Alors Djemal n'a pas de doute, vous, Camille? Oui, mais je complète, mais il faut quand même, enfin, je relativise un peu par rapport à la population. Donc, pour que tout le monde ait les mêmes chances, c'est quand même une population défavorisée. Soit il faut supprimer les tarifs douaniers pendant une période, donc c'est une piste, soit de trouver des méthodes techniques pour le recyclage, parce que vous avez raison, nous on a eu le problème, mais partout dans tous les pays que j'ai visités, le problème de recyclage de tous ce qu'on appelle l'électroménager. Donc il faut la quincaillerie, et en plus c'est toxique. Donc il faut un moyen de recyclage peut-être de produire autrement. Et dernière chose, la télévision, c'est le seul loisir pour certaines familles. Donc il va y avoir des tensions très fortes si les problèmes ne sont pas réglés. Il faut juste rappeler à Kabissari, juste un mot, que le téléphone portable est hautement plus toxique et que quand on est passé de la grande puce à la petite puce, je n'ai pas vu tellement d'Africains se plaindre. Et c'est avec ceci que nous clôturons ce débat. Merci messieurs. En première partie d'émission, nous avons fait un point sur l'évolution de la situation en Centrafrique depuis le début de l'intervention armée. Une opération a été lancée jeudi soir en appui à la MISCA, la force africaine qui compte environ 2500 hommes, et les quelques 1600 soldats français déployés ont lancé des opérations de sécurisation. Nous avons aussi parlé de la relance du secteur agricole en Guinée équatoriale, délaissé après la découverte du pétrole. Cette nouvelle politique s'inscrit dans le projet de diversification des ressources pour l'émergence d'ici 2020. À suivre, des discussions autour de la journée mondiale contre la corruption, l'éducation, une priorité au Rwanda et les derniers préparatifs avant les cérémonies officielles d'adieu à Nelson Mandela. A tout de suite.